Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Transition Énergie. Bonjour Jean-Baptiste Giraud, Bonjour Eric, merci de nous rejoindre une nouvelle fois. toujours un plaisir. Et on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire tourner autour des questions d'actualité au cours de la transition énergétique. Et l'actualité, on va dire, forte du moment, c'est la stagnation de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui les obstacles à la transition énergétique. Si on se remémore la façon dont les choses étaient vues, comprises et présentées il y a quelques années, c'était une marche triomphale vers la fin des énergies fossiles, vers le tout énergie renouvelable, vers le tout véhicule électrique, des éoliennes et des panneaux solaires partout, de l'hydrogène vert en abondance, et tout ça avec l'assentiment général des populations vers un monde meilleur. Dans la réalité, les choses deviennent de plus en plus compliquées et on a fini par se rendre compte, ce qui était une évidence, que la transition énergétique, ça se traduit par un renchérissement de l'énergie, par le fait que l'énergie est moins abondante, par l'impact que ça a sur le pouvoir d'achat des populations, sur la compétitivité des industries. Et du coup, on voit se multiplier des obstacles sociaux, politiques, mais aussi technologiques et surtout financiers et économiques. Économique. Voilà. Et on est bien placé maintenant en France pour s'en rendre compte, puisque parmi les coups de rabot qui seront donnés aux différentes subventions et aides distribuées par l'État généreusement à la transition énergétique, dans le nouveau budget, le véhicule électrique, la rénovation énergétique des bâtiments, et on peut en trouver d'autres, vont en faire les frais. Comment est-ce que vous expliquez, alors je ne sais pas si on peut parler d'aveuglement ou d'incompréhension, ou le fait que finalement, en l'espace de peu de temps, on est rentré, on va dire, dans une réalité qui montre que la transition énergétique est tout sauf évidente, tout sauf facile, et que les objectifs qu'on s'est fixés, on n'arrivera certainement pas à les atteindre. Bah, le mot, c'est peut-être justement réalité, principe de réalité. C'est-à-dire que pour connaître un certain nombre de décideurs, et pas seulement des hommes politiques, leur connaissance en technologie étant limitée, voire quasiment inexistante, quand on leur a dit un jour: «Ah, c'est génial, il y a du vent, personne n'avait pensé, avant à s'en servir, mais on est hyper malin, hyper intelligent, on va faire de l'électricité avec du vent». Ils se sont dit: «Mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi personne n'y avait pensé avant?» Et quand on leur a dit: «Oh, il y a du soleil et on peut faire de l'électricité avec du soleil». «Oh mon bon sang, mais c'est bien sûr, comment se fait-il qu'on n'ait jamais pensé à faire, à produire de l'énergie avec de l'électricité?» Sauf que, bah, le vent, j'ai pas besoin de vous faire un dessin des moulins à vent, il en existe sur la planète depuis quelques centaines, voire milliers d'années. Et le soleil, ça fait déjà très, très, très longtemps que l'homme avait appris à faire des choses au soleil, pendant que lui faisait la sieste. Le sel, quand on récolte le sel et qu'on l'expose au soleil, on fait bien travailler l'énergie, et les calories délivrées par le soleil pour sécher le sel et produire le sel dont on a tant besoin pour conserver les aliments, avant d'inventer le réfrigérateur. Bref, d'abord, je pense que c'est une immense ignorance des fondamentaux, technologiques, industriels qui ont fait croire que c'était aussi simple que ça de brancher des éoliennes et des, panneaux solaires pour produire l'énergie dont on avait impérieusement besoin. Excusez-moi de vous interrompre, mais moi j'irais même un peu plus loin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bah, sûrement. Je Bon, alors, en ce cas-là, c'est moins drôle. Si, Non, si. je pense que c'est même une ignorance ou un oubli de l'importance de l'énergie. C'est-à-dire Ah bah, on ne mesure l'importance de l'énergie que quand on en manque. c'est-à-dire que quand on en manque ou quand il y a un risque de pénurie ou quand les prix s'envolent. Et on s'est rendu compte que, on va dire, on peut résumer 99 de l'activité économique à des transferts d'énergie, et on en a pris une conscience Sachant que tout le aiguë. monde n'est pas d'accord avec cette théorie-là, mais pour moi, c'est une évidence. Pas d'activité économique sans énergie. Enfin, à partir du moment où l'homme, est capable de, domestiquer l'animal et que l'animal lui rend des services, sa capacité à changer son environnement est décuplée. À partir du moment où on installe un soc, sur, les épaules, d'un bœuf plus ou moins sauvage et que,
en l'enfermant dans un enclos et que, à force, de vivre avec l'homme, il accepte de rester et de pas tuer trop tout le monde avec ses cornes et de rendre un service, avec des caresses, sur la nuque. Je parle même pas du cheval. Bah, oui, bien sûr. C'est en fait, c'est cette ignorance du fait que toute énergie, qu'elle soit animale ou qu'elle soit prodiguée par la nature, est la base même de l'activité humaine. Mais, est-ce que c'est de s'être trop éloigné de sa scolarité? Est-ce Non, que c'est c peut-être c'est trop éloigné de la production. C'est-à-dire que ouais, vous parliez de la relative ignorance ou incompétence des élites, ou en tout cas d'un certain nombre d'élites dans le domaine de la oui, bah, c'est production, de oui. la technologie, et cetera. En fait, elles sont éloignées de la production industrielle et éloignées de la production agricole. Je veux dire, c'est des réalités qu'elles ont perdues de vue, ce qui fait qu'on a pris des La décisions, production agricole est un excellent exemple parce qu'effectivement, vouloir, domestiquer, vouloir, diligenter, l'agriculture et régenter plutôt, l'agriculture en oubliant que derrière l'agriculture, il y a d'abord d'un côté du, carburant agricole, du fameux GNR, le gazole non routier qui va aller dans le tracteur, qui va, produire un effet sur les sols. Je sème, je laboure, je nettoie les sols, je récolte. Bah, si on n'a pas conscience qu'un agriculteur, il peut dépenser 600 € par jour en GNR, quand il utilise intensivement ses machines, ben tout le reste, on ne peut pas comprendre. Et c'est vrai pour toutes les autres industries agricoles et agroalimentaires, attendez, il y a de l'énergie. une vache dans un élevage, si j'ai bien compris, ça boit entre 50 et 100 litres d'eau par Voilà. jour. Il faut Et bien aller derrière, la c'est de chercher, l'énergie. l'eau, et lui il a mis Et à la voilà, vache, hein. c'est de C'est l'énergie. juste un exemple, hein. Mais en fait, à partir du moment où on passe de l'ouvrier agricole qui est, je suis, descendant d'une famille qui pour des cousins, on fait les lentilles du Puy et pour d'autres avait des vignes dans le sud de la France. Moi, on m'a appris que l'ouvrier agricole, eh bien, il était payé 20 sous et une bouteille de vin. Donc quand, à un moment de l'histoire pas si lointain, puisque c'est du temps de mon grand-père, on payait l'ouvrier agricole au moment des récoltes, évidemment des vendanges, 20 sous, c'est-à-dire 5 francs et une bouteille de vin, et c'était le coût de l'énergie, le fait qu'il se penche de 5 heures du De sa matin, force physique. voilà. Et donc, quand on oublie qu'à un moment, il faut bien payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, même si ce quelqu'un, c'est un tracteur dans lequel on met du carburant, ben c'est plié. Mais revenons à notre sujet. Non, 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 mais on y est à On y notre est, on y sujet. est. On y est à notre sujet parce que sur la sous-estimation de l'importance de l'énergie. Donc, lors des crises, choc pétrolier dans les années 70, on se rend compte soudain que sans énergie abondante et relativement abordable, il n'y a pas de prospérité économique. On s'en est rendu compte avec la nouvelle crise énergétique de 2022, mais il a fallu ça. Et Ce qui, je me je vous permets en prie. de dire au passage, je suis très surpris et je dirais agréablement surpris parce qu'on pourrait nous reprocher d'être des oiseaux de mauvais augure. Je suis très agréablement surpris de la capacité de résilience d'EDF, là où on a dit: «On est obligé de chercher des soudeurs aux États-Unis, les, soudures qui sont pas bonnes, ils y arriveront jamais». Et ben, ils ont remis le parc nucléaire en service en grande partie assez rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que Que ce même qui était moi, prévu, oui. pensions, qu'ils allaient faire. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser dans les mois à venir ou dans les années à venir, mais pour l'instant, le parc délivre plus que ce que les prévisions disaient. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même, pour nous. Non, vous avez raison, il y a encore de la compétence, il y a encore du savoir-faire chez EDF, heureusement, bien sûr. Ils en ont néanmoins perdu au fil des années, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ici, mais qui est notamment les incohérences et on est gentil quand on dit ça, la façon dont EDF a été maltraité depuis 20 ans par les différents Par gouvernements. les gouvernements, Et le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire tout ce qu'ils sont censés faire. sachant C'est-à-dire qu'accessoirement, la le relance gouvernement a du prévu. programme nucléaire, l'entretien de leurs centrales, Ouais. le fait qu'ils sont aussi dans les renouvelables, Mm. le fait qu'il faudrait qu'ils s'occupent de l'hydroélectricité aussi, le fait qu'il faut qu'ils soient compétitifs sur les marchés extérieurs pour rentabiliser Tout ça toute avec la une filière. commission européenne qui leur met des bâtons dans les roues. Par exemple, l'hydroélectricité, obligation de mettre les barrages en concurrence. Donc, on va mettre des mecs qui n'ont jamais fait de barrage hydraulique en compétition, qui vont arriver avec des présentations PowerPoint avec des consultants de chez McKinsey, qui vont dire: tiens, vous allez voir que mon barrage, il va coûter moitié moins cher, il va produire 2 fois plus d'électricité et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Quand on leur file les clés, eh ben, ils disent: ah, mais comment ça marche? Ça sert à quoi le bouton rouge là? Donc, on en est là quand même. C'est le délire total. Mais, surtout, le vrai problème, c'est ils ne savent pas, mais c'est surtout que ça ne les intéresse pas. On est sur un personnel politique et patronat qui n'est pas intéressé par ce qui est considéré comme vulgaire.
l'énergie, ce qui arrive dans les tuyaux à l'entrée de l'usine, c'est une ligne comptable toujours trop chère, mais ils ne se préoccupent pas de savoir comment cette énergie arrive jusqu'à eux et pourquoi elle vaut un prix X, Y ou Z en Et fonction de la pourtant, journée. s'y réfléchissez un tout petit peu, il y a une démonstration qui est très facile à faire sur l'importance de l'énergie, même si c'est un sujet de débat. Et le fait que 99 de l'activité économique peut se résumer à des transferts d'énergie. Tout ce que nous consommons, utilisons aujourd'hui est d'une façon ou d'une autre fabriqué, transporté, transformé par des machines. Tout, il n'y a pas d'exception à ça. Et avec quoi fonctionnent les machines? L'énergie, Avec de l'énergie. l'énergie. Donc la Mais en fait, démonstration, on va dire, est faite. c'est tellement évident que ça ne se voit plus. C'est tellement évident que ça ne se voit plus. C'est Moi, ça. de temps en temps en studio, radio, bon, on pourrait le faire là, je fais la démonstration, enfin studio, radio ou télé, je fais la démonstration de dire, bah, éteignons les lumières. On Ça, va pas le faire, hein. non, mais ça rend concret ce qu'est l'énergie. Puisque la télévision, quand on éteint le plateau, donc je me souviens d'un plateau où ils ont baissé les lumières, on était dans le noir et c'était la démonstration concrète que nous avions besoin de l'énergie pour qu'on puisse faire de la télévision. La lumière, c'est la partie visible. La caméra, les 3 caméras qui nous filment, c'est invisible. Les réseaux derrière sur lesquels on envoie la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est invisible. Le forfait data de votre téléphone mobile ou votre abonnement à la fibre, c'est invisible. Le gros problème de l'énergie, c'est qu'elle est trop souvent invisible. Au moins, quand on charge du bois dans le poêle à bois ou dans la cheminée, on voit son efficacité. Le bois que vous mettez dans votre cheminée, c'est du feu d'agrément. L'essentiel de l'énergie qui est contenue dans le bois va partir en chaleur et va être vaporisé dans la cheminée. Une toute petite partie est transférée dans la pièce dans laquelle vous trouvez en calories. Si vous mettez à l'inverse ce bois dans un poêle à fort rendement, vous allez récupérer, je ne sais plus quel est le rendement, mais c'est des Mais bah, 90-92% de beaucoup rendement. plus. C'est-à-dire que 92% des calories produites, il y en a Sera 8%, utilisé pour vous chauffer. et il y en a 8% qui vont partir dans le tuyau. Manque de bol. Mais là, c'est concret. Et le gros problème que nous avons tous avec l'énergie, mais c'est vrai avec les flux, l'eau, j'ouvre le robinet, c'est magique, il y a de l'eau qui coule. Or, il y a des régions d'Europe où l'eau ne coule plus. Même en France, évidemment en Italie, en Espagne, il y a des moments où l'eau ne coule plus. Tout d'un coup, brutalement, vous dites: ah mais oui, mais l'eau, ça a de la valeur. L'eau, c'est important. Et donc, le problème qui est le nôtre en 2024, au moment où nous enregistrons cet épisode à la fin de l'année, c'est que nous n'avons pas encore pris conscience de l'importance de tous les flux. Et dans les flux, je vais même oser l'air. L'air est un flux. Sans air, à la limite, l'énergie, c'est l'oxygène des machines, mais nous serions privés d'air pour une raison ou pour une autre, ou l'air se raréfierait. L'activité humaine, notre existence même, et l'anthropisme et la nature disparaîtraient, ou s'adapteraient d'ailleurs, parce qu'il y a des formes de vie De qui se vie, passent très qui n'ont bien pas besoin d'oxygène. passe très bien d'air, tout ce qui est anaérobie se passerait très bien d'air, en fait, d'oxygène. Bref, digression pour dire que voilà dans quel état nous sommes lorsqu'il est question de parler de transition énergétique. Nous avons rêvé. Nous avons rêvé collectivement. Alors là, il y a 2 aspects. Vous avez parlé du premier aspect qui est, on va dire, la méconnaissance Mm. ou le refus ou C'est la une capacité à ignorance connaître confortable. une réalité. Et il y a un autre aspect qui est de ne pas mesurer les conséquences des mesures qu'on prend Ah bah, ou des contraintes qu'on impose. bah, C'est-à-dire que oui. il y a le premier aspect, c'est on n'a pas forcément mesuré l'importance de l'énergie. On a décidé d'un certain nombre de stratégies de transition énergétique qui partaient de principes qui n'étaient pas contestables en tant que tels. On peut en discuter, mais en tout cas, la logique était compréhensible. Euh, euh, c'est pas une mauvaise chose de se passer petit à petit des énergies fossiles qui présentent tout un tas d'inconvénients. On est bien d'accord, même s'il n'y a pas de source d'énergie sans inconvénients. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en revanche, le problème, c'est qu'on a imposé un certain nombre de contraintes. On a imposé à l'échelle des États et à l'échelle européenne notamment un certain nombre de mesures dont on n'a pas vraiment mesuré Alors, les conséquences. Eric, moi, je Dans les voudrais. véhicules électriques, par exemple, et que vous connaissez très bien, et après je vous laisse parler, Hmm, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a voulu devenir une espèce de modèle. Résultat des courses, les automobilistes, une grande partie n'en veulent pas. L'industrie automobile est dans une situation extrêmement compliquée et on a ouvert la c'est porte. un bel euphémisme. C'est un bel euphémisme, dans une situation très, très, très catastrophique ou très Bah, dangereuse. Et pré-apocalyptique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. voilà la plus L'industrie grande crise européenne, depuis 80 ans.
Bon, c'est pire. C'est-à-dire que l'industrie européenne et les entreprises européennes qui ont inventé la voiture et qui l'ont donnée au monde, sont menacées d'une disparition entre moyen et court terme. On est en train de parler de moyen ou court terme. La différence entre moyen et court terme, c'est que court terme, c'est 5 ans, moyen terme, c'est 15 ans. Mais d'ici 5 à 15 ans, une en Il y aura des morts. il y aura des morts et dans les morts, il y aura des morts prestigieux avec, leur, assemblage d'ingénieurs brillants, avec leur assemblage d'usines performantes et avec évidemment tous les OS et les clients et les concessions et tout ce Mais qu'il y a comment on peut derrière. expliquer cet aveuglement? Parce que, Mais en fait, j'ai envie de revenir sur pour des gains climatiques ou des gains j'ai envie de d'émissions, revenir sur le «on». allons-y. Depuis tout à l'heure, vous utilisez, le pronom, si j'ai bonne mémoire, c'est un pronom «on» et vous avez dit à plusieurs reprises «on», mais moi j'ai rien fait. Éric, vous n'êtes, responsable de rien. Vous êtes électeur. Oui, mais, Ça veut dire que vous votez de temps en temps, quelque part, alors pas malheureusement, forcément pour ceux qui sont au pouvoir, c'est une autre histoire. en tout cas, j'ai pas Mais voté pour les «on». Non, mais je n'ai jamais voté pour les «on» et même ceux pour qui j'ai voté, je suis honnête et conscient du fait qu'ils ne maîtrisent pas forcément tout à fait non plus le sujet. Le problème, c'est que nous avons laissé à une petite minorité militante dogmatique la possibilité de décider de notre destin industriello-énergétique. c'est-à-dire que Je mélange les l'influence 2. d'une minorité, C'est pas une influence. ah bah, Là, c'est une quelqu'un qui influence et quelqu'un qui a déjeuné vous dit: «Tu ne devrais pas prendre la mousse au chocolat parce que c'est pas bon pour ce que tu as, mais vous la prenez quand même». alors, Alors que là, c'est des gens qui nous ont allusion à une histoire vécue il y a pas très longtemps. bien sûr, j'ai pris la mousse au chocolat. Mais, Non, non, juste pour aller dans votre sens non quand même, mais Éric, vous êtes bien pour aller conscient. au-delà de l'influence. Tous les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années ont cherché à s'attacher les services, la proximité de Nicolas Hulot, par exemple. Donc si vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont courtisé Mmh. Nicolas Hulot et finalement Emmanuel Macron a réussi à l'attirer et on sait comment les choses Nicolas ont Hulot, très donc mal terminé. Donc on parlait d'influence, c'est-à-dire pour s'attirer les bonnes grâces de Nicolas Hulot en imaginant que c'était un gain mais politique, c'est beaucoup plus tout que le de monde l'a l'influence. suivi. C'est là où j'insiste sur le «on» et on pourra revenir dessus. Nous Et pouvons en sans revenir l'occurrence, dessus. on, c'est Sarkozy, Hollande, Macron. Ouais, je On couvre pensais un bon éventail du spectre politique. je pensais pas forcément à des personnes, Mhm. mais plutôt à une idéologie qui est portée par un «on» plus large et plus protéiforme, qui a sa part de lobby, et aussi sa part de pouvoir. On, ça peut être un commissaire européen. On, ça peut être un groupe politique au Parlement européen, parce que quand même beaucoup de choses se sont passées au Parlement européen. Mhm. On, ça peut être des hommes politiques de droite comme de gauche en France et dans les pays européens. Prenez par exemple l'Allemagne, qui est un pays que je connais assez bien. On sait que le on, ce sont les Grünen, die Grünen, qui ont été financés, on le sait, c'est démontré Par par les Gazprom, Russes, Gazprom, pour pour abandonner le nucléaire. abandonner le nucléaire, pour pousser les Allemands à acheter Ouais, du acheter du gaz. gaz russe. Donc, on a été payé, soutenu pour planter le nucléaire Voilà. en Et Europe. Schröder, quand il a plus été chancelier, pour qui il a travaillé? Comme par hasard, il a travaillé pour Gazprom. Il y en a un autre chez nous qui a été aux plus hautes fonctions dans le pays, qui a aussi un petit peu bossé pour Gazprom. Exactement. C'est un certain François Fillon. Donc, comme par hasard, un des plus gros fournisseurs de gaz du monde a réussi à s'attirer Les bonnes grâces les de bonnes clients grâces. potentiels. Enfin, c'est plus que des bonnes grâces, puisqu'il a grassement rémunéré des gens qui étaient à des fonctions de responsabilité avant. D'aller penser que c'était une reconnaissance pour service rendu n'est pas totalement absurde ni déconnant. Donc, nous sommes aujourd'hui, en 2024, hérités d'une situation qui a peut-être 15, peut-être 20 ans d'ancienneté. Pendant 15 ou 20 ans, on nous a savonné, j'ai dit qui était ce on nous a volontairement savonné la planche pour nous contraindre à consommer moins d'énergie en nous disant que c'était mal. Sauf que si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous n'aurez aucun mal à trouver un Nicolas Hulot au volant d'un gros 4x4 diesel. Et dans Paris, vous n'aurez aucun mal à avoir Nicolas Hulot aux commandes d'un gros Zodiac avec deux gros moteurs de 150 Et ou Greta Thunberg 250 chevaux. qui traverse l'Atlantique dans un avion. Voilà, qui traversent l'Atlantique dans un avion. Donc ce sont des gens qui nous ont dit il faut arrêter de consommer des énergies fossiles Faites ce que je dis parce que je et fais. qui, en fait, en consomment
sensiblement, nettement plus que nous tous, mais parce que comme ils sont des prophètes, ils ont le droit de s'abstenir d'être vertueux. Alors maintenant, C'est là le on va problème. passer à la troisième étape. Donc, le constat, les problèmes de méconnaissance, on va dire, de poids des lobbies politiques, voire aussi des lobbies d'entreprises, etc., ou d'intérêts économiques. Après, l'incompréhension ou la volonté de ne pas voir les conséquences des décisions qu'on prend. Et maintenant, il y a le retour de bâton. Voilà, donc là, C'est-à-dire, on est il y a en une espèce voilà. de freinage général. Mmh. Les populations, en grande partie, s'opposent à un certain nombre de décisions qui ont été prises en matière de transition. On voit que les politiques commencent à reculer. Mais On c'est voit bien c'est ça avec les ZFE, les zones à faible émission en France, qui devaient rejeter les vieilles voitures de toutes les grandes métropoles à partir de 150 000 habitants dans les métropoles. Et depuis, quelque chose qui a été imposé en 2019, dans mes souvenirs, par le gouvernement d'Édouard Philippe. Et en fait, les métropoles et même le pouvoir national ne cessent de reculer compte tenu alors des conséquences là, on est en que ça peut octobre avoir. 2024. L'interdiction des véhicules critères 3, par exemple, dans la ZFE du Grand Paris, a été reportée 3 fois. Elle est reportée au 1er janvier 2025. Et les articles qui commencent à sortir, ça représente encore 30% du parc automobile en Île-de-France. Donc là, on vient d'inventer une mesure dérogatoire. On doit De aller sur 12 un jours. voilà, donc on a droit à 12 jours par an. C'est en fait un par mois, hein. 12 jours par an, c'est un Oui, par mais mois. comment on va le mesurer, etc. C'est pas Bah, possible. bon, c'est n'importe Ça n'a quoi. pas de sens. Là Donc, aussi, on peut prendre le pari, je peux me tromper, on est en octobre 2024, que la que mesure sera encore atténuée, reportée, qu'il n'y non, aura elle va pas pas les être radars annulée. Ça pour donner les voilà, on va amendes, des choses dire, comme ça. il y a une tolérance et vous pourrez continuer et tout et cetera. Non, et Éric, en fait, C'est juste un exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. moi je vous propose de nous attarder sur un seul sujet dont on a dit que c'était le plus vertueux des actes écologiques qu'on pouvait accomplir, c'est l'isolation de sa maison. Ah, les rénovations énergétiques des bâtiments. Voilà, la fameuse Grand. rénovation énergétique des Et les bâtiments. passoires thermiques, le grand Voilà, sujet. donc on nous a dit, Bon. c'est extraordinaire. Si vous isolez votre appartement, studio, maison, votre consommation va être d'énergie va être divisée par 2, par 3, tout ce que vous voulez. Et c'est ultra vertueux. Et l'investissement que vous réalisez, les sommes considérables qu'il faut Sera investir, rentabilisé en quelques années. sauf que Ça marche pas. les, on avait bidonné les tableaux Excel. Tous les tableaux étaient truqués, bidonnés, étaient basés sur des hypothèses totalement fumeuses. C'est-à-dire, c'est même pas un multiple de quelque chose, on n'a même pas triché dans le tableau, on a rentré des fausses données. Et on se rend compte aujourd'hui que pour amortir l'isolation d'une longère percheronne ou normande, il faut 40 ans. 40 ans de consommation d'énergie fossile au prix fort pour commencer à voir la couleur de l'argent qu'on investit, sachant qu'en 40 ans, les fenêtres qu'on a remplacées, bah, faut les remplacer, que les isolants dans les toits, on aura fait le toit On 2 ne connaît pas fois. le prix de l'énergie dans 40 Bah, ans, en plus, on ne connaît pas le prix de l'énergie même dans dans 5 40 ans ans. ou dans 3 ans, hein. Donc, on nous a vendu un truc génial en disant isolez chez vous à grand renfort d'argent public, hein, parce qu'on rappelle, moi je connais des gens. Ça coûte des milliards, hein. Là, on parle d'isolation, mais prenons juste la blague Des pompes à chaleur. des pompes à chaleur. J'ai plusieurs amis autour de moi qui ont des vieilles bâtisses, soit héritages familiaux, soit parce qu'ils les ont acquises pour leur donner un destin, soit même l'un de mes amis pour sauver la propriété, un endroit où il n'a pas d'attache. Et donc, on va le dire, j'ai un ami qui a investi dans une vieille bâtisse bourgeoise. On voit toute la magnificence et la puissance d'une famille bourgeoise du 19e siècle, avec les moulures, les boiseries. Donc, il est tombé amoureux d'une bâtisse et il y a consacré toutes ses Non, économies. non, parce que ça coûte rien du tout. C'est-à-dire que Non, personne n'en oui, mais veut. la rénover, ça coûte quelque chose. Oui, la bâtisse, non. Mais non, mais non. Il a eu des aides. Mais j'y ai passé 24 Le heures bâtiment est au classé. mois de juin, même pas. Mais vous avez un bâtiment qui est encore dans son jus, c'est-à-dire à l'état d'abandon dans lequel il a dû être laissé au cours des années 70 ou 80. Donc tout est déglingué. Mais la seule chose qui est neuve, c'est le circuit électrique et dans le jardin, les 2 magnifiques pompes à chaleur Siemens. Et donc vous avez un contraste saisissant entre une bâtisse qui a 150-200 ans,
qui est une vieille gloire, avec, ses boiseries en acajou, avec son parc bref, tout ce que vous voulez, les vitres cassées, machin et cetera, et vous avez 2 pompes à chaleur qui ont été financées par vos impôts. Et il dit: «J'ai commencé par ça parce que il y avait une fenêtre de tir et il fallait j'étais éligible à l'aide à la machin truc et cetera, et donc les pompes à chaleur lui ont coûté quelques milliers d'euros, et pour que quelques milliers d'euros, alors que ça coûte, il en a pour 60 000 balles, il a un système qui va chauffer l'électricité et la maison quand il la mettra en location, qui est totalement déconnecté de la réalité du besoin de cette maison. Cette maison a existé avant les pompes à chaleur. Elle a rendu ses services de chauffer les Et puis si les habitants. fêtes sont cassées et si le toit est pas en Oui, non, bon mais état, je veux dire, vous non, chauffez mais c'est l'étape l'atmosphère, d'après. hein. Mais en fait, là où ce sur quoi je veux attirer votre attention, Eric, c'est que on a tué la rationalité de l'investissement et des actes à accomplir. Commencer par installer des pompes à chaleur qui sont dignes de celles de la Station spatiale internationale, dans une maison qui a 150 ans ou 200 ans, où le bon sens voudrait qu'on commence par remplacer les fenêtres, refaire les peintures et refaire l'électricité. C'est absurde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une aubaine, un effet d'aubaine. Ah, la pompe à chaleur est gratuite. Et j'ai un autre ami comme ça, une bâtisse du 15e siècle. Et donc, vous êtes dans une bâtisse du 15e siècle, et derrière le château, parce que c'est encore un château post-médiéval, mais vous avez, pour le coup, ces trois immenses unités de pompe à chaleur avec un local technique, c'est une centrale nucléaire, magnifique, avec des boutons, des voyants partout, des écrans et tout, etc. etc. Il me dit: ah, ça m'a rien coûté parce que c'est les aides qui les ont financés. C'est Ça absurde. n'a pas de sens. On ne chauffe pas un château avec 3 packs de 32. Il a 32 kilowatts. Ceux qui suivent cette vidéo et qui savent de quoi je parle, on est sur une PAC à 32 kWh, donc il est passé en triphasé. Donc en pic, il peut tirer du 86 kWh, ce qui commence à être une petite Mais usine est-ce que le sérieuse. réseau permet ça? Ah bah, bien sûr, il a fallu dimensionner tout le réseau, machin, mais bien sûr, c'est Enedis qui a dû s'adapter, puisque contradiction énergétique, Enedis est contraint de lui amener le triphasé chez lui. Donc il a fallu tirer une seconde ligne, lui mettre un tableau qui sort du 96. Et nous payons ça Et, avec nos impôts. et voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui, dans un bureau, a dit oui, oui, c'est très bien qu'un château du 15e siècle puisse être équipé d'une ligne triphasée en 96 kilos pour que les 3 pompes à chaleur cumulées puissent chauffer le château. Et alors juste pour aller toujours dans votre sens de la rénovation énergétique des bâtiments, dans ce qui fonctionne pas aussi, le diagnostic de performance Ah bah, énergétique. Donc tout est oui, c'est construit, encore une histoire de tableau Excel, on remarque. on est d'accord, c'est exactement ça, de C'est-à-dire qu'on a, programme de tableau on Excel, sait que les tableaux sont faux. il fonctionne pas du tout. Et il y a des tas d'exemples. Que Choisir a fait une enquête très approfondie où le même logement, ils font passer différentes entreprises qui font un diagnostic de performance énergétique. Le résultat à chaque fois est différent. Mmh. Mais Donc ça n'a aucun indépendamment du sens. fait que Et ça permet ou non de louer un logement, le diagnostic de performance énergétique, ou de mais le vendre. parlons de moi, je vais vous parler de mon propre diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire, non pas, théorique, mais réel. À partir du moment où j'ai commencé réellement, moi, à m'occuper de consommer mieux l'énergie dans une, longère, percheronne, j'ai fait baisser ma consommation, notamment quand il y a eu une petite crise de l'énergie et où on nous a dit que les prix allaient, continuer à galoper. J'ai baissé tous les ans de 30. C'est-à-dire qu'en consommant mieux intelligemment, sans rien faire, hein, juste en consommant mieux intelligemment, j'ai baissé de 30 de l'année 1 référence à l'année 2, et de l'année 2 à l'année 3, j'ai rebaissé de 30. En faisant des travaux? Rien, Même pas. simplement en consommant différemment. C'est-à-dire, chose qui paraît évidente, mais en ne chauffant pas les pièces ou très peu dans lesquelles on n'est pas présent, avec des vannes thermostatiques et avec une logique d'utilisation de la chaudière, qui était totalement différente de ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que c'était pas du tout ou rien, c'est je chauffe quand c'est pertinent, je régule la nuit, je lance avant d'arriver, je ne chauffe pas avant d'arriver, je chauffe au moment d'arriver, et finalement avec un pull pendant 3 heures et un feu à la cheminée pour l'agrément, ça passe très bien, on se couche, il fait 16, le lendemain, c'est monté à 19, sauf qu'avant, on chauffait 6 heures ou 8 heures avant. Et ces heures qui chauffaient les calories d'air pour rien, n'ont pas de sens. Et tout un tas de petits gestes au quotidien, en fait, vous permettent de consommer mieux. Et curieusement, ça ne fait pas partie de ce qui nous est enseigné. On dit isolez, on dit équipez-vous de pompes à chaleur, mais on ne dit pas du tout ou pas assez que l'on peut consommer l'énergie différemment. Et est-ce que on va dire l'optimisme, parce qu'il faudrait quand même qu'on termine avec une Termine vision, déjà. ou qu'on avance en tout cas vers une vision, peut-être pas qu'on termine déjà, mais qu'on avance vers une vision optimiste des choses.
euh, euh, parce que je vois, moi, dans l'espèce de prise de conscience de ce qui a été fait au cours des Mmh. dernières années, une réaction salutaire. Alors, bah, j'ai un C'est-à-dire que, exemple. voilà, Sup on appréhende beaucoup mieux ce que signifie la transition énergétique, ce que signifie le fait de consommer un peu moins, de consommer mieux, de se passer des énergies fossiles. Dans quelle mesure on peut le faire de manière intelligente? Dans quelle mesure parfois il ne faut pas le faire je ou ça peut pas être une Éric, je vais vous priorité? choquer, je vais être abominablement libéral, voire libertarien. Allons-y. Mes voisins à la campagne, ont changé de chaudière, de système de chauffage. Ils ont viré la vieille chaudière, au fioul et ils sont passés au poêle, À bois. à poêle à bois, De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est que ça, hein. et ils sont passés au poêle, oui, mais le poêle à bois, il faut être derrière, Mmh. et ils sont passés au poêle à bois, au milieu de la pièce à vivre. Ils sont passés au poêle à bois au milieu de la pièce à vivre D'accord. avec un système de soufflerie. Ils passent 3 sacs de 25 kilos pendant l'hiver. Uniquement? Ils passent 3 sacs de 25 Ils kilos pendant l'hiver. ils viennent 3 jours pendant l'hiver? Non, non, ils y habitent à Ils l'année. ils y vivent? Ils y vivent à l'année, mais ils sont sur un système qui est tellement optimisé. Vous voyez, vous me parliez d'optimisme, vous me demandiez l'optimisme. Ils sont sur un système qui est Vous tellement parlez d'optimisme, optimisé. pas d'optimiser, mais là, on est dans l'optimiser Oui, vraiment. moi, moi-même, Ouais, je c'est fou. tombais littéralement. Mais effectivement, c'est possible, mais il faut opérer les bons choix. Et là, pour le coup, ça m'a fait réfléchir. Je me dis: «Tiens, mais est-ce qu'en fait, ils n'ont pas fait le super bon choix?» Alors la contrainte, c'est qu'il faut être là. Oui, oui. Il faut être là, ça c'est la Oui, il clé. faut régler toujours les choses. Non, ça c'est automatique, mais il faut être là pour remplir et puis, faut pour surveiller. Enfin, 3 fois 25 kilos, vous avez pas besoin de remplir beaucoup, hein? Ben oui, ils remplissent, 1 fois tous les 10 jours et ça suffit largement. Est-ce que derrière, j'ai pas assez enquêté, ils sont plus que 2 dans la maison, et il y a, une pièce à vivre, une cuisine et puis un bureau. Ils doivent pas chauffer, c'est des gens de la campagne. Alors oui, exemple, où en fait, j'ai la réponse. Il s'appelle Joël. Il me dit: «Ah ben moi quand j'étais jeune, on dormait à 3 dans le même lit et le matin quand on se réveillait, j'avais la moustache», donc vous voyez l'adolescent de 25 à 22 ans, 25 ans. Quand je me réveillais le matin, j'avais du givre dans la moustache. Quand vous avez vécu ça et Oui. que, bah, oui, Avec la température est de 15 degrés dans la maison, ça vous gêne pas? donc je pense que les fameux 3 sacs de pellets, qui passent en un hiver, ils sont aussi directement liés au Oui, fait qu'ils ont une vision de l'énergie et du des chauffage de la habitudes de maison vie qui sont différentes, qui oui. sont totalement déconnectés Les urbains qui ont des vécu nôtres. dans des logements surchauffés toute leur vie, ils Voilà, supporteraient pas ça. mais c'est possible, Oui, oui. puisqu'ils sont en bonne santé, ils vont aux champignons le week-end, et chaque fois que je les croise, ils sont en train de faire une randonnée dans la forêt, je pense qu'ils vont pas souvent au médecin, ou en tout cas ça va bien. Donc vous voyez qu'il y a un autre possible. Mais mon point de vue, c'est que nous allons redevoir, je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs dans la précédente, vidéo, nous allons devoir reprendre notre destin en main, et prendre notre destin en main, c'est que Ça, vous c'est le qui nous côté libéral, c'est-à-dire qu'il ouais, il faut essayer de se passer des onds et de faire les choses par nous-mêmes. et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il est encore temps d'opérer des choix personnels qui vous permettent, pour vous et pour vos proches, de faire face aux difficultés à venir, avec un grand sourire. Heu, Prenons l'histoire des panneaux solaires qui sont à 80 produits en Chine, ainsi que les onduleurs. Et ben, moi, j'en ai plus 2 ans et demi, mais en fait, je suis vachement content de voir que je suis Vous avez installé excédentaire. des panneaux solaires sur votre toit Voilà, et je suis vachement et vous content produisez avec votre des aides, une partie de l'électricité? marginales, mais des aides quand même. Mmh. Non, c'est pas que je produis l'électricité, c'est que je suis excédentaire plusieurs mois de l'année. Vous en remettez dans le réseau J'en remets dans le et réseau, c'est EDF vous paye quelques broutilles? 13,5 centimes, c'est-à-dire en fait le prix de l'énergie moins les taxes. Mais en fait, je me fous, même si EDF me payait pas pour ces 13,5 centimes, savoir que en été je produis 16 ou 17 kilowattheures. On rappelle ce que c'est qu'un kilowatt, hein, un kilowattheure de mémoire, c'est 1 kilowattheure. Je sais plus, mais on fait des trucs incroyables avec 1 kilowattheure. 1 kilowattheure, je sais plus, on fait un trou de 1 mètre sur 1 mètre, un truc comme ça. Donc, quand vous J'ai produisez plus ça en les tête. équivalences, J'ai de oublié, l'énergie. j'ai oublié. Mais
euh, un homme qui pédale, Dans mes souvenirs, je crois qu'on soulève un poids de 100 kilos sur un mètre, quelque chose comme ça. Mais mais je dis pendant une durée de... Non, c'est beaucoup je dis plus. peut-être une 1 bêtise. kWh, c'est beaucoup Ou d'énergie. une tonne, je 1 sais pas. kWh, c'est beaucoup d'énergie. De mémoire, pour le coup, j'ai les chiffres très précis en Forcément, tête. les auditeurs de Transition Énergie sauront. Ils sauront, mais pour le coup, ça, ils sauront. Ils savent d'ailleurs où j'ai eu la formation. Un cycliste, c'est 50 watts. Et un cycliste, c'est 50 watts. Et en sprint, c'est 100 watts. Donc, vous voyez l'énergie d'un cycliste en sprint, c'est 100 watts. Un cycliste qui se promène sur la rue, c'est 50 watts. Quand vous produisez 16 000 watts dans une journée, vous en faites des choses. Pour dire les choses autrement, pour le coup, 16 000 watts, c'est clairement, c'est tout l'électroménager qui tourne sans aucune difficulté, y compris y compris la pompe à chaleur à la piscine, y compris le sèche-linge, y compris le lave-linge, le frigo et le four. Vous alimentez tout ça. Et vous avez beaucoup de panneaux? Non, c'est 3 kilos. J'ai 3 kilowatts crête de panneaux. Et en été, ça produit 16. Là, en ce moment, là, on est au mois d'octobre. On doit être tombé à 12. Bon, il n'a pas fait très beau ces derniers jours. Mais savoir que pendant un certain nombre de mois dans l'année, on est autosuffisant et même excédentaire, pour moi, c'est une satisfaction. Ça, c'est votre côté libertarien. Bah, c'est surtout la capacité à franchir certains caps et certaines étapes. Bien sûr que nous avons un problème à notre latitude, ce problème qui remonte à Néandertal et à Cro-Magnon et à l'homme d'Otto-Tavel. Bien sûr que ces trois personnages-là, qui sont nos grands lointains ancêtres, à partir du mois d'octobre, leur programmation génétique leur a dit: tu devrais te préoccuper de l'hiver couper du qui bois. va venir, couper du bois, et puis ramasser du bison et faire sécher de la viande et aller t'abriter dans la grotte. Aujourd'hui encore, nous en sommes là. Nous sommes dépendants du climat et donc au mois d'octobre, on commence à se dire bon bah quand je vais remplir la cuve de fioul, de gaz ou le bois et combien de temps je vais tenir et vivement les beaux jours. Mais savoir qu'on a la capacité de produire soi-même une partie de son dont on a besoin, je trouve ça hyper satisfaisant. Et prenons la mobilité. Oui, Je, parce que c'est une question un peu différente, la mobilité. bah, sauf si Je veux on, dire, pour faire tourner les trains, il faut un peu plus d'électricité que ce que peuvent vous donner vos panneaux C'est solaires. vrai, mais Et à part les trains électriques avec lesquels j'ai beaucoup joué, j'en ai encore dans le garage, pour le coup, je ne conduis pas un TGV. Vous savez que la SNCF est le premier client d'EDF en France. La SNCF, c'est 1,5% de l'électricité consommée et donc produite en France tous les ans. Bah, que la SNCF, demain, se préoccupe de l'énergie pour elle-même et qu'elle redevienne elle-même en maîtrise de son destin, ça ne me paraît pas déconnant. Or, il se trouve que, de mémoire, je crois que la SNCF est aussi le premier propriétaire terrien de France derrière l'État. Et donc, d'aller se dire qu'on puisse mettre des panneaux solaires, peut-être malheureusement chinois, mais qu'on puisse mettre des panneaux solaires de toute façon, il n'y en a pas d'autres, hein. à proximité, oui, quasiment pas. Que l'on mette des panneaux solaires à proximité des voies TGV qui, de toute façon, appartiennent déjà à la SNCF pour produire une électricité qui va être injectée dans le réseau qui est à côté, c'est un truc qu'on est en train de découvrir. Pour moi, c'est une évidence. Mais ça devrait être la SNCF qui devrait en être Ouais, maître sachant que ça d'œuvre. pose tout de même des problèmes. Vous avez raison sur le fait que quand il y a du soleil, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut que le réseau fonctionne quand il n'y a pas de soleil. Que par définition, stocker l'électricité, on ne sait pas faire, on ne sait pas bien faire, on ne sait pas faire à grande échelle, ou ça coûte trop cher, ou c'est compliqué. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, à partir du mois d'octobre, par exemple, il faut trouver d'autres moyens de Oui, mais production. Eric, Et le problème, c'est que on est d'accord, même si les panneaux solaires, ça coûte pas très cher. Donc, vous avez l'investissement dans les panneaux solaires et dans ce qu'il y a avec, le réseau, etc. Et vous êtes obligé d'avoir un investissement dans des moyens de production annexes équivalents oui, mais c'est là le qui peuvent problème, se Eric. substituer. Le problème, il est là, Eric. C'est que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où on demande à Bruno Le Maire, quand il est ministre de l'Agriculture, quand a lieu la récolte des poires. Il n'est pas capable de répondre. Bah, les poires, moi je sais, Moi, puisque je ne sais pas. bon, ben, il se trouve que j'ai un poirier depuis pas très longtemps, mais j'ai un poirier. J'en ai planté un, il donne rien. Bon, ben voilà, ben, moi le bien il a donné. Cette année, il a donné quelques Il faudra que vous poires. m'expliquiez. Elles ont fini en compote, et donc c'est une compote pomme-poire, et la compote pomme-poire, ben, vous la faites en ce moment, parce que les pommes et les poires, ça se récolte en ce moment. Donc vous consommez les pommes et les poires en ce moment, c'est-à-dire en mois d'octobre, parce que c'est en ce moment que le poirier, le pommier donne des pommes et des poires. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que quand Oui, il y a de sauf que c'est l'énergie... pas du tout la même chose. Bah, Et que vous allez pas faire des noisettes pour remplacer les pommes et les poires. Vous voyez ce que je veux dire? non, mais ce que je veux dire par là, Eric, c'est que à partir du moment où on est dépendant d'une ressource qui est limitée,
Ça, c'est une réalité. Donc qui est intermittente. Alors, il y a la ressource intermittente, c'est laquelle? Le soleil et le vent. Et moi, je parle de la ressource limitée, qui est la ressource fossile. Mmh. Dans Transition énergie, je pense même avoir dû écrire des articles là-dessus, sur le fait qu'on sait que les réserves de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium, elles ont une limite connue en l'état de la science. Et On est bien d'accord. l'uranium, on a 200, Ça fait 300, partie 400 des ans. raisons pour lesquelles il faut réussir à trouver d'autres solutions Mais pour donc, à partir du moment où on sait qu'on a une ressource limitée, même si vous et moi, on ne sera pas là dans 150 ans pour voir qu'on n'a plus c'est pas une d'énergie, raison pour la dilapider, on est d'accord. voilà. Donc, c'est ça la vraie écologie Et pour émettre des gaz à rationnelle. effet de serre. rationnelle. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'inventer une société qui pourrait raisonnablement s'adapter à l'offre et à la demande des ressources? Et donc, on mange des pommes et des poires quand il y a des pommes et des poires. Et quand il n'y a pas de pommes et de poires, ça ne me choque pas d'en manger moins ou de manger des fruits au sirop, parce que les pommes et les poires, vous les mettez dans des Vous bocaux. mangez les compotes que vous avez faites. Et ben, c'est pour ça qu'on fait de Alors la là, compote c'est d'ailleurs. c'est pour ça que l'analogie est compliquée parce qu'on ne stocke pas l'électricité. On en revient au point de départ. Mais oui, mais donc je ne stocke pas l'électricité, mais ça veut dire que je vais consommer très largement une énergie abondante et gratuite quand elle est disponible, et je la produis à moindre coût parce que effectivement, notamment l'énergie photovoltaïque, on peut la produire à moindre coût. Pour le coup, l'amortissement est beaucoup plus rapide. Et quand j'en ai beaucoup moins, eh ben, je fais avec moins. Et donc, je ne trouverais pas totalement déconnant que dans un mix énergétique occidental, parce que nous, on a un petit problème, c'est qu'on n'en a pas. Quand vous êtes américain, quand vous êtes russe, quand vous êtes norvégien, vous faites ce que vous voulez, vous faites nananère aux autres. Mais nous, et voilà, en fait, On n'a pas de ressources. pour vous dire les choses à l'envers, lorsque vous allez en Grèce, il n'y a pas de chauffage. Ben oui, si vous allez en Grèce, vous louez un Airbnb, vous allez dans un Et hôtel, l'eau chaude, c'est avec un chauffe-eau et l'eau solaire. chaude est avec. Donc, si un pays comme la Grèce, qui certes est plus bas que nous en longitude, n'a pas de latitude. chauffage en hiver et produit son eau chaude avec des ballons qui sont tout à fait basiques et qui sont vendus sur le bord de la route, j'ai regardé le prix, ça coûte 500 balles, un ballon qui vous produit 120 litres d'eau, bah, ils se sont adaptés. Donc moi j'ai envie de vous dire, admettons que sous nos latitudes, nous vivons différemment. Et figurez-vous que dans l'histoire de l'humanité sur notre continent, il y a des tas de peuples qui se sont adaptés. Reprenez l'histoire des Vikings. Les Vikings, ils partent piller leurs voisins au printemps et ils reviennent en octobre. Ou bien ils s'installent chez ceux qu'ils ont conquis et ils vivent sur la bête. Je dis pas qu'il faut se comporter comme des Vikings. Alors, je suis assez fier d'avoir fait un test d'ADN, et ce qui est réprimé par la loi, et de savoir que je suis 30% de sang Viking. Je me disais bien qu'il y avait Il y avait quelque un petit chose. côté, hein, vous voyez, c'est la couleur de cheveux sans doute. Mais franchement, est-ce que ça n'est pas rationnel de se dire que on mange les pommes et les poires en automne et qu'on fait les compotes derrière? Et si on ne peut pas stocker, eh bien, on ne peut pas stocker et point. On remplace et on fait ce qui est indispensable avec l'énergie disponible. Mais en revanche, quand elle est abondante, on y va à plein pot. Et maintenant, pour en arriver à la mobilité, parce que c'est bien Ben, gentil les pommes et les poires, donc la mobilité, c'est la ben, voiture j'ai que vous utilisez aujourd'hui, c'est une voiture électrique. Eh ben, la voiture électrique, figurez-vous, tiens, bah, vous êtes monté tout à l'heure dedans. euh, Figurez-vous que cet été, avec une batterie de 51 kWh, je monte jusqu'à 380-385 km d'autonomie. Tout va très bien, il fait chaud, l'énergie pour recharger la voiture est gratuite, puisque elle vient de mes panneaux solaires. Et donc en été, ma mobilité est gratuite. On rappelle à nos auditeurs, téléspectateurs, ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Est-ce que c'était une super idée, tant aux États-Unis avec les ouragans que, en Eure-et-Loir et en Seine-et-Marne, de se déplacer? Moi, j'ai envie de vous dire, réinventons nos économies qui s'adaptent à la réalité. Bah, quand il y a des ouragans et des tempêtes, on ne prend pas le train. Quand la SNCF dit: «J'arrête de faire rouler les trains», je trouve qu'en fait, c'est plutôt assez responsable de ne pas faire rouler les trains, parce que sinon, le train risque de dérailler parce que, le ballast va se soustraire sous les roues du train, et ça va coûter très, très cher à remettre du ballast. Non, on ne circule pas, mais enfin, c'est du bon sens. Je pense à ma grand-mère, mais ma grand-mère, elle serait pas sortie avec un parapluie en pleine tempête. Donc en fait, si on résume hein, votre pensée, la solution à la transition énergétique, c'est un changement de mode de vie. C'est de C'est redevenir revenir, raisonnable. C'est non, d'arrêter de penser que nous sommes tout-puissants et que nous pouvons contraindre les éléments. Non, nous ne pouvons pas contraindre les éléments. redevenir terre à terre. Mais revenir des habitants de la Terre rationnelle. En ce moment, il y a une tempête solaire. On sait, vous et moi, ce que la tempête solaire peut provoquer comme dégâts sur les réseaux Elle pourrait. électriques
électromagnétiques de télécommunications, eh bien, On pourrait perdre l'usage de nos smartphones pendant quelques heures. Vous vous rendez oui, compte un peu la catastrophe? plus embêtant, il y a Les des avions, horloges. non, beaucoup plus embêtant, il y a des avions qui pourraient, perdre le signal GPS et voire même, être irradiés puisque, ils sont plus protégés par rien. Donc, si vous prenez l'avion à ce moment-là de l'histoire, vous prenez l'équivalent de peut-être 50 ans de radio chez votre médecin, radiologue. Et il faut faire Peut-être pas la attention. meilleure idée du Non, il faut monde. faire attention à l'importance des horloges, Qui pilote tout, bien sûr, des horloges qui sont reliées entre elles. les Qui horloges pilotent tout, atomiques, bien sûr, qui pilotent tout. qui pilotent tout. Tout est horloge. Exactement. Mais donc, Il y a plus de distribution de réseaux électriques, il y a plus de transports internationaux, il y a plus rien en s'il y a fait, plus p d'horloges, hein. pour illustrer mon propos, ça m'a beaucoup marqué parce que, j'étais encore jeune journaliste lorsque Il y a le, pas très longtemps. lorsque le Concorde, cesse de voler. Mmh. Et là, je lis une chronique de je sais plus qui, mais on doit pouvoir la retrouver assez facilement, de quelqu'un qui dit: «C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'elle va moins vite». C'est la première fois quand Concorde cesse de décoller Qu'il y a de plus Charles de un Gaulle. qu'il y a plus un avion commercial qui vole aussi vite. Oui, mais c'était la première fois que l'homme qui, la veille, pouvait faire Charles de Gaulle, New York, Charles de Gaulle dans la même journée pour un prix d'un billet de 60 000 C'est euros, fini, on peut plus le ne faire. pouvait plus le faire. Et donc, l'auteur de cette chronique disait: ça nous montre notre faillibilité. Nous pensions que tout était possible, que nous pouvions contraindre les éléments à notre volonté. Et le fait que Concorde était un fiasco commercial, plus les difficultés techniques associées au Concorde, bien que c'était une prouesse technologique, me fait dire que nous devons faire preuve d'humilité. Et ce que nous ne pouvons pas faire, parce que ce n'est pas rationnel à certains moments de l'année, c'est pas déconnant. Et je vais dire les choses telles qu'elles sont. Euh, je voyage tous les ans avec mes enfants et on fait le tour d'Europe en voiture parce que c'est plus économique. On prend le bateau, le ferry, machin, etc. etc. Bah, quand est-ce que vous allez, quand est-ce que c'est logique d'aller en Grèce finalement? Aller en Grèce, c'est logique d'aller en Grèce plutôt à la belle saison, quand c'est plutôt intéressant. Certes, il y a du monde, mais c'est le bon moment. Est-ce que c'est bien rationnel de faire voler des avions pour aller à Santorin au mois de décembre? Est-ce que Santorin est très intéressant au mois de décembre? Non. Et vous allez voir, vous allez trouver assez facilement des articles qui expliquent qu'il y a des tour opérateurs qui décident de s'effacer Pendant de la cette mauvaise telle saison. période parce qu'elles ne sont pas cohérentes. Pour aller dans votre sens et pour prendre, Vous pensez que Greta Thunberg va envoyer non, 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 va m'envoyer non, un pour prendre message un pour exemple, dire non, que je reviens à tout ce l'exemple que du je dis est très Concorde. bien? Non, 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 pour aller dans votre sens, et prendre un exemple comparable à celui du Concorde, mais dans l'énergie. Toute la logique, de l'évolution énergétique humaine jusqu'à il y a pas très longtemps, a été d'avoir accès à une énergie de plus en plus concentrée Mmh, oui, et donc le quand pétrole qui est le plus concentré on des est plus passé de concentrés. la force humaine Mmh, ou de la force animale au charbon, alors au bois d'abord, puis après au charbon, enfin en tout cas, du bois au charbon ou de la force humaine et animale au charbon, on a une énergie beaucoup plus concentrée et beaucoup plus importante. Quand on passe au pétrole et au gaz, c'est encore plus concentré et plus important. Quand on passe au nucléaire, ah, on franchit encore une étape. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On retourne vers des sources d'énergie, on va dire moins intensives et plus extensives. Les panneaux solaires, les éoliennes. Donc, dans la logique où on n'est pas dans une logique de toujours plus vite, mais on est dans une logique de concentration de plus en plus forte d'énergie, qui disparaît. On est mmh. dans l'autre sens. Alors, je dirais Oui, pas une régression, mais parce qu'elle est abondante et accessible. Heu, j'ai eu la chance, il y a quelques années de ça, son nom m'échappe, mais j'ai eu la chance de rencontrer un scientifique français qui était un des pères, de la première pile atomique française. Qui avait bossé toute sa carrière, au CEA et qui m'est introduit et connecté par un de mes amis qui dit: «Machin aimerait bien beaucoup te rencontrer parce que il voudrait que tu fasses passer ce message-là». Et ce monsieur, dont encore une fois je vais retrouver le nom, qui je pense, paix à son âme, a dû disparaître depuis, il devait déjà avoir au moins 80-85 ans, me remet comme une relique, un rapport qu'il avait remis, à plusieurs, premiers ministres et chefs de l'État et il me parle de je me demande si ce rapport, il l'avait pas pendu à la demande du général de Gaulle, vous voyez si ça rend clos. Et bref, ce monsieur de 85 ans m'explique doctement, puisqu'il était docteur et savant, que la fin des problèmes de l'humanité est proche à partir du moment où l'équation de la fusion nucléaire aura été résolue. Et j'avais en face de moi un chercheur, un scientifique français
passionné convaincu qui, à l'âge de 85 ans, me parlait de la France de dans 40 ou 50 ans, comme s'il allait le vivre, comme s'il allait être congelé, mode hibernatus, pour vivre ce moment-là. Et il m'expliquait que au moment où l'équation de la fusion nucléaire serait résolue, nous n'aurions plus aucun problème Alors d'énergie. l'équation de la fusion est résolue, mais Oui, bah, c'est la stabilité. voilà, la mise en place pratique Voilà. d'un réacteur qui fonctionne dans la fusion nucléaire, Plus qu'une seconde et demie, voilà, et encore, c'est bah, pas pour en, demain en ni pro- pour après-demain, en hein. produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme, puisque les dernières Exa expérimentations, en fait, quand on regarde bien, on dépense beaucoup plus d'énergie pour déclencher la réaction que de l'énergie qui est produite. pour maintenir le plasma, oui. Mais c'est vrai que c'est un acte d'humilité, j'ai une cinquantaine d'années. Cet acte d'humilité de me dire que peut-être que je le connaîtrai de mon vivant. Notre réalisatrice qui est avec nous aujourd'hui a plus de chances de le connaître de son vivant, ainsi que ses enfants. Les miens le connaîtront. Le jour où nous aurons réussi, grâce à l'atome, parce que en l'état actuel de la connaissance, c'est là qu'est la solution, hein, l'énergie abondante et illimitée, sans risque, c'est la fusion. Il y a un peu la géothermie profonde, mais c'est plus compliqué. Ouais, alors la géothermie, bien sûr, mais la géothermie profonde, Enfin, d'abord. de très grande profondeur. C'est-à-dire qu'il y a des calories dans le Ouais. sous-sol de la Terre qui sont Ouais, absolument il faut quand même colossales. aller faire des gros trous. Certes, on sait faire des trous, mais ça vous aura pas échappé que deux trous sur trois ne donnent rien. J'ai vu encore à laver les bains, où pourtant il y a des eaux en Suisse, et les Suisses, c'est pas les derniers des tocards en Non, termes mais le problème, c'est d'ingénierie. d'aller jusqu'au magma. Enfin, Voilà, c'est et pour ça. oui, bah, alors, la magma, c'est encore une histoire, mais à laver les bains, ils ont fait un forage, ça a coûté 30 millions de francs suisses, ou 3 millions de francs suisses, et puis ils ont dit, OK, il y a de l'eau chaude, mais il n'y a pas assez de pression, donc on ne pourra pas Non, c'est pas de rentabiliser l'eau, enfin, le c'est d'aller gisement. encore plus loin. Mais bon, Il fallait plus loin. Mais bah, voilà. le magma, OK, si vous voulez. Les Non, villes, c'est aussi une utopie comme la dans, fusion, hein, de dans toute Yoko façon. Tsuno, je crois qu'ils maîtrisent aussi la technologie. Ils récupèrent l'énergie du magma, ils maîtrisent d'autres énergies. Bref, sans faire de la science-fiction, l'avenir de l'humanité en cette première partie du XXIe siècle, c'est évidemment l'atome, un atome propre, un atome sans risque, un atome où on appuie sur un bouton et la réaction s'arrête instantanément, ce qui est le cas de la fusion, hein, sur le nucléaire, mais aussi des réacteurs à sable, Un neutron rapide, à neutrons rapides, surgénération, à et qui ne sont surgénération, pas refroidis et qui sont pas refroidis et par eau par l'eau sous pressurisée, pression. mais qui sont refroidis. Elle a fait l'objet de Voilà. missions et elle en fera d'autres. Et donc, on sait le faire, mais tant qu'on Non, l'a non, on pas, connaît les principes, on ne sait pas le faire. bah, C'est pas le bon mot. Excusez-moi. On sait comment ça devrait fonctionner, on sait comment ça fonctionne, sauf qu'on ne sait pas faire les machines, on ne sait pas. Voilà. moi je pensais On y plutôt arrivera peut-être un jour. moi je pensais aux réacteurs qui sont embarqués, notamment Mm. les fameux SMR, qui en fait existent déjà et qui sont embarqués notamment à bord des sous-marins nucléaires Oui, ou du Charles de Gaulle. non, mais ça, c'est des petits réacteurs classiques. Ça, on sait les faire fonctionner. Euh, euh, la surrégénération, ça, on sait faire. On a eu Phoenix et Super Phoenix qui ont fonctionné, surtout Phoenix. Voilà. Mais qui La avait fusion, d'incidentaux. voilà, la Non, fusion, on n'a c'est pas une la autre fusion. histoire. Mais je pensais aux réacteurs à base de sodium, où effectivement on a Les Chinois en font tourner, hein. voilà, en font tourner. Ben ça, si j'ai bien compris, parce que je me suis documenté, c'est on appuie sur le bouton arrêt et la réaction s'arrête à Mais ça s'arrête tout l'instant, de suite. immédiatement. Donc il n'y a Exactement. pas de risque d'emballement. Elle s'arrête automatiquement. Et donc on sait faire des réacteurs nucléaires où les risques sont inexistants. On a encore des déchets, mais les risques sont inexistants. Et puis surtout, encore une fois, cette recherche en termes de fusion. Mais en attendant d'avoir ces sources d'énergie illimitées, à défaut de dire gratuites, qui font exploser les équations, nous devons être responsables, raisonnables, rationnels. J'ai pas envie de dire frugaux, puisque cette fameuse frugalité, c'est un vocabulaire utilisé par d'autres, mais se dire qu'on peut faire certaines choses à certains moments de l'année et pas d'autres, parce que c'est pas le bon moment, ne me paraît pas déconnant. Je reprends l'histoire de ma voiture électrique. Je suis beaucoup plus content de parcourir 380 km avec mes 51 kWh de batterie, plutôt que en ce moment, là tout à l'heure, elle affichait 320, mais je vais avoir 270. Et au cœur de l'hiver, quand il va faire très froid, je vais être à 225. Maintenant, un pays comme la Norvège, maintenant, ils ont plus de voitures électriques Ah, largement, ils que sont d 80% des voilà, ventes, c'est des que voitures de électriques. voitures thermiques, et ils se foutent complètement, pour des raisons que vous savez, ils se foutent complètement que l'autonomie des bagnoles chute de 30 ou 35 en hiver, parce que comme pour le coup, l'énergie pour eux est gratuite et illimitée, ou en tout cas pas très chère et illimitée, bah, ils se moquent totalement que leur voiture soit moins mobile. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans ces pays-là, bah, au cœur de l'hiver, on sort moins,
on reste plus chez soi. On n'est pas tout le temps sur la route avec la Tesla ou les autres bagnoles. Et vous savez comment ils financent l'adoption par 80% de la population, enfin des gens qui achètent des voitures neuves? Bah oui, oui. En vendant du gaz et du pétrole. Et oui, c'est pour ça que je dis que l'énergie est gratuite. Donc, il y a une petite hypocrisie derrière tout de même. Oui, mais en attendant, eux, leur mode de vie est adapté aux conditions climatiques dans lesquelles ils vivent. Prenez les Polonais, ils mettent pas des doubles vitrages aux fenêtres, ils mettent depuis toujours des triples vitrages, enfin toujours depuis après les soviétiques, ils mettent des triples vitrages parce que le triple vitrage est plus efficace en Pologne où il peut faire -25. C'est aussi bête que ça. Donc j'ai envie de vous dire, consommons l'énergie quand on en a et ne la consommons pas quand on ne l'a pas. Et pour revenir sur l'histoire des panneaux solaires, et j'en finirai, les gens que je connais qui produisent leur propre électricité avec plutôt des installations de type 6 kW, 6 kW crête, donc c'est-à-dire le double de panneaux, j'en ai 8, il y a des gens qui ont 16 panneaux, 6 kW crête, mais ils font tout tourner pendant la journée. Et vous trouverez sans difficulté des vidéos sur Internet de gens qui sont très fiers de montrer l'opulence de leur consommation au moment où l'énergie est abondante. C'est-à-dire qu'ils déplacent toute leur consommation au moment du pic de production. Ils font tourner toutes leurs machines la journée. Voilà, donc tout tourne. La clim à plein tube. Ils ouvrent la porte du gamin, il est sur sa console avec l'écran LCD 70 cm de large et tout, etc. Ou OLED. Mais effectivement, quand il n'y a plus de production, on revient frugal. Donc, je décale la préparation des repas quand l'énergie est disponible. Je fais toutes les lessives, je sèche le linge, quand j'ai de l'énergie. Et quand j'en ai plus, eh ben, je consomme 300. J'ai mis partout chez moi des boîtiers qui donnent la consommation en temps réel. Je peux vous dire que quand vous voyez votre talon est à 300 watts, 300 watts-heure, le 300 watts-heure, c'est le frigo, tout ce qui en veille, bah vous dites que c'est pas trop mal. Mais ça fait quand même 3 kilowatts au bout de 10 heures. Ça fait 6 kilowatts au bout de la journée, un petit peu plus de 6 kilowatts. Quand vous voyez que vous passez 300 watts à 6, bah ça vous fait réfléchir sur votre relation à l'énergie. La voiture électrique aussi, elle vous dit comment vous consommez et c'est hyper intéressant. Eh ben, on va finir sur ces conseils de bon sens. Oui, voilà, déjà. C'est pas des conseils de bon sens, mais c'est une vraie réflexion. Oui, c'est une réflexion. Je suis d'accord avec vous. Je dis pas que c'est la vérité, Non, mais je dis que c'est une possibilité. Une relation différente à la consommation d'énergie, à la relation avec l'énergie, et le fait que on fait partie d'une génération où on a été biberonné à une abondance sans limite Bah voilà. et sans mesurer, et c'était sans doute une erreur. Et c'était une erreur. C'était une erreur, c'était évidemment une erreur. C'était une erreur. Et le jour où la fusion nucléaire pointe le bout de son nez, si on est capable de financer la construction massive et qu'il n'y a pas de problème de brevet de la technologie et qu'elle est rendue disponible à tous, les problèmes de l'humanité seront bien différents. On en aura d'autres. Alors, il y a eu ici déjà sur ce plateau, il y a quelques mois, notamment un grand expert de la fusion nucléaire qui a écrit des livres qui font autorité là-dessus, Monsieur Grenesch. Et lui, objectivement, il n'imagine pas ça avant le siècle prochain. Voilà. Ouais. La capacité de donc ce ne sera pas pour nous, ce sera pour les petits-enfants ou les enfants de notre réalisatrice. Merci Jean-Baptiste. J'aurais préféré que vous me disiez 2050. À bientôt. À bientôt. Au revoir.